Bonjour Caroline, alors comment allez-vous? Bonjour Nicolas. Je vais bien. Merci, et vous, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle émission dans laquelle nous allons parler de la finance. Aujourd'hui, nous recevons notre experte préférée dans le domaine de la finance pour nous expliquer mieux les choses en rapport avec cette thématique. Mais avant tout, on va commencer par un proverbe comme à notre habitude. Alors Caroline, pourquoi dit-on que l'argent ne fait pas le bonheur? On doit peut-être la première trace écrite du proverbe à Pierre Choderlos de Laclos, officier militaire français et écrivain amateur qui a vécu de 1741 à 1803. Dans son œuvre Les liaisons dangereuses de renommée internationale, il fait écrire à la marquise de Merteuil: « J'avoue bien que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il faut avouer aussi qu'il le facilite beaucoup. » Georges Feydeau, qui a vécu de 1862 à 1921, auteur dramatique français devenu célèbre grâce à son art du vaudeville, reprend le proverbe en le tirant dans son sens ironique. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est même à se demander pourquoi les riches y tiennent tant. Le proverbe « l'argent ne fait pas le bonheur » s'explique par le fait que la richesse n'est pas suffisante pour atteindre le bien-être personnel. En d'autres termes, la richesse ne suffit pas pour atteindre le bonheur. Cependant, en lui ajoutant « mais il y contribue », cela lui donne un sens ironique et contraire à la signification donnée précédemment. L'argent n'est pas suffisant pour atteindre le bien-être personnel, mais il aiderait quand même à être heureux. Merci Caroline pour vos explications. Allez, on va entrer dans le vif du sujet de l'émission du jour. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant. Le football devient-il un luxe réservé aux millionnaires pour cette Coupe du Monde 2026? Telle est la question. Alors Caroline, pour commencer, quel est le rendement financier réel attendu pour le trio USA-Canada-Mexique? L'impact est colossal, mais il faut le diviser en deux catégories, le rendement direct et le rendement indirect. Les prévisions actuelles parlent d'une injection de plus de 5 milliards de dollars dans l'économie nord-américaine. Pour les trois pays, cela signifie une augmentation massive des recettes fiscales liées à la consommation. Le Mexique et le Canada profitent de l'infrastructure déjà existante des États-Unis pour limiter les coûts de construction, ce qui maximise la rentabilité. Plus précisément, le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration va connaître un pic historique. On ne parle pas seulement de la vente de billets, mais de l'effet multiplicateur. Chaque dollar dépensé par un supporter étranger génère environ 1,50 $ à 2 $ de retombées locales. C'est une manne financière qui vient booster le PIB régional sur une période de 2 mois, avec la création de dizaines de milliers d'emplois temporaires et une visibilité médiatique qui servira de campagne marketing gratuite pour le tourisme futur. On parle de chiffres fous, tout de même Caroline. Selon nos informations, certains billets de catégorie 1 pour la finale dépassent les 30 000 $. Pourquoi une telle envolée Caroline? C'est la loi de l'offre et de la demande poussée à son paroxysme capitaliste. Pour 2026, la FIFA a introduit une segmentation tarifaire extrêmement agressive. Le passage à 48 équipes augmente le nombre de matchs, mais la demande pour les affiches prestigieuses reste rare. L'inflation des prix s'explique par trois facteurs. D'abord, le pouvoir d'achat américain. Le marché intérieur US est prêt à payer des sommes que les Européens ou les Sud-Américains jugent indécentes. Ensuite, il y a la raréfaction organisée. En proposant des services d'hospitalité VIP ultra luxueux, la FIFA réduit le nombre de places standards pour la finale, faisant grimper les enchères. Enfin, les coûts de logistique pour un tournoi réparti sur un continent entier sont énormes. La FIFA cherche donc à maximiser ses marges pour couvrir ses dépenses et garantir un profit record à ses fédérations membres. On assiste à une gentrification du football de sélection. Certaines personnes se demandent si le football est en train de devenir un sport de luxe. Est-ce vraiment le cas? Absolument, et c'est un tournant dangereux pour l'identité du sport. Historiquement, le football était le sport du peuple. Aujourd'hui, la Coupe du Monde devient un produit premium comparable à la Formule 1 ou au Super Bowl. En fixant des prix de base très hauts, on exclut une grande partie de la base populaire mondiale. Le risque financier est de transformer le stade en un salon d'affaires géant. Si le supporter passionné ne peut plus suivre son équipe, l'ambiance, qui est pourtant la valeur ajoutée du produit TV, risque de s'étioler. À long terme, cela peut nuire à la valeur de la marque FIFA. Cependant, d'un point de vue purement comptable, tant que les stades sont pleins, la FIFA estime que le prix est juste. C'est une vision purement financière au détriment de l'aspect social du sport. Avec de tels prix, n'y a-t-il pas un risque de bulle spéculative ou de krach sur le marché secondaire? Le risque est réel, notamment pour les revendeurs et les acheteurs de dernière minute. Lorsque les prix atteignent 30 000 $, on entre dans une zone de volatilité. Si une grande nation comme le Brésil ou l'Argentine est éliminée prématurément, la valeur des billets pour la finale sur le marché secondaire peut s'effondrer de 40% en quelques heures. À l'inverse, si les prix continuent de grimper artificiellement, on risque de voir des stades avec des sièges vides, car les intermédiaires n'auront pas trouvé preneur à des prix délirants. Il y a aussi un risque de réputation. Une Coupe du Monde perçue comme une arnaque financière pourrait décourager les sponsors historiques qui ne souhaitent pas être associés à une image d'exclusion sociale par l'argent.
Si les gens ont de la crypto-monnaie, peuvent-ils payer directement leurs billets? Officiellement, la FIFA privilégie les partenaires bancaires traditionnels, notamment Visa. Cependant, l'écosystème crypto s'invite par la bande. Bien que vous ne puissiez pas toujours payer en Bitcoin directement sur le portail de la FIFA pour des raisons de régulation et de volatilité, de nombreuses plateformes de revente partenaires ou des agences de voyage luxury acceptent désormais les paiements en crypto-monnaie, BTC, ETH, stablecoins. De plus, l'essor des billets sous forme de NFT, non-fungible tokens, pour lutter contre la fraude pourrait, à l'avenir, faciliter l'usage des portefeuilles numériques. Mais attention, utiliser la crypto pour un achat de 30 000 $ expose l'acheteur à des variations de change brutales entre le moment de la transaction et la validation. Pour l'instant, cela reste une méthode marginale ou réservée au marché secondaire. La FIFA a mis en place un marché de revente officiel. Quels sont les frais et pourquoi est-ce si contrôlé, Caroline? La FIFA veut garder le contrôle total de la chaîne de valeur. Sur le marché officiel, des frais de revente sont appliqués tant vendeur qu'à l'acheteur, souvent autour de 10%, ou des frais fixes administratifs. L'objectif est double, sécuriser la transaction pour éviter les faux billets, ce qui est louable, mais surtout capter une commission sur une transaction qui auparavant lui échappait sur le marché noir. C'est une stratégie de plateformisation. La FIFA devient sa propre bourse d'échange. Cela limite la spéculation sauvage, mais cela garantit aussi que chaque billet génère du profit plusieurs fois, lors de la vente initiale, puis à chaque revente successive. C'est un modèle économique extrêmement lucratif. Parlons géopolitique économique à présent. Qu'est-ce que les États-Unis gagnent spécifiquement de plus que les deux autres? Les États-Unis récupèrent la part du lion. Avec la majorité des matchs et surtout la finale au MetLife Stadium, ou équivalent, ils captent les revenus publicitaires les plus élevés et les dépenses touristiques les plus massives. Pour les USA, l'enjeu est de consolider le soccer comme un sport majeur pour attirer de futurs investissements dans la MLS, Major League Soccer. Ils utilisent la Coupe du Monde comme un levier pour vendre des droits de diffusion domestiques à des prix records. L'infrastructure étant déjà là, leur retour sur investissement sera bien supérieur à celui du Qatar ou du Brésil, qui ont dû construire des stades à partir de zéro. Et pour le Mexique, est-ce vraiment rentable malgré le nombre réduit de matchs? Pour le Mexique, c'est une question d'image et de soft power. Bien qu'ils aient moins de matchs, le Stade Azteca reste un lieu mythique. Le rendement se situera dans la consommation locale et le tourisme interne. Le Mexique va utiliser cet événement pour moderniser certains services urbains et prouver sa capacité à gérer des flux massifs de supporters internationaux dans un contexte de sécurité renforcée. C'est un investissement sur le long terme pour attirer d'autres événements internationaux, mais financièrement, le gain net sera plus modeste que pour les US. Le Canada est souvent perçu comme le petit partenaire. Quel est leur intérêt financier à votre humble avis, Caroline? Le Canada joue gros sur le développement de sa propre ligue et sur l'attraction de talents. Économiquement, des villes comme Toronto et Vancouver vont voir une explosion de l'occupation hôtelière. Pour le Canada, c'est l'occasion de diversifier son économie touristique, très centrée sur la nature, vers un tourisme sportif de masse. Les revenus directs seront plus localisés, mais l'impact sur les infrastructures sportives locales sera durable. C'est une stratégie de visibilité mondiale pour des villes qui veulent rivaliser avec les grandes métropoles américaines. Pour revenir au billet, pourquoi cette accélération soudaine des prix juste avant l'ouverture des phases de vente? C'est une technique de dynamic pricing ou tarification dynamique, similaire à celle des compagnies aériennes. Les algorithmes analysent le trafic sur les sites de réservation en temps réel. Plus il y a de clics, plus le prix monte. De plus, l'annonce du format à 48 équipes a créé une incertitude sur la disponibilité des places pour les grosses affiches, poussant les gens à se ruer sur les premières phases de vente, ce qui fait monter les prix mécaniquement. Il y a aussi l'anticipation de l'inflation globale. La FIFA ajuste ses prix pour se protéger de la perte de pouvoir d'achat du dollar sur les 4 prochaines années. Avec des billets à 30 000 $, la cybercriminalité ne va-t-elle pas exploser? C'est un risque majeur. Les liens de phishing et les faux sites de revente vont pulluler. Financièrement, cela représente des millions de dollars de pertes pour les consommateurs. C'est pour cela que la FIFA investit massivement dans la technologie blockchain pour l'émission des billets. Un billet numérique infalsifiable lié à une identité biométrique sur smartphone est la seule parade. Mais cela pose d'autres questions sur la vie privée et l'accessibilité pour ceux qui ne sont pas technophiles. Est-ce que les résidents locaux pourront encore se payer un match avec tout ce qui se voit concernant la billetterie de cette Coupe du Monde? C'est le grand paradoxe. Aux USA, oui, car le revenu moyen est élevé. Au Mexique, cela sera beaucoup plus difficile pour la classe moyenne. La FIFA réserve généralement une catégorie de billets, catégorie 4, à des prix plus bas pour les résidents du pays hôte, mais le nombre de ces billets est limité. Le risque est de voir une déconnexion totale entre l'événement et la population locale, ce qui pourrait créer des tensions sociales ou un manque d'enthousiasme populaire dans les rues. Les sponsors s'y retrouvent-ils avec des prix de billets si élevés? Les sponsors ne regardent pas le prix des billets, ils regardent l'audience globale. Avec 48 équipes, l'audience TV mondiale va exploser, touchant des marchés comme l'Inde ou la Chine qui pourraient se qualifier. Pour Coca-Cola, Adidas ou d'autres,
C'est l'assurance d'une exposition maximale. Cependant, ils craignent l'image élitiste. Si la Coupe du Monde devient un club privé pour milliardaires, l'efficacité de leur publicité de masse diminue. Est-ce la Coupe du Monde la plus chère de l'histoire pour les supporters? Sans aucun doute. Même en ajustant par rapport à l'inflation, le prix moyen d'un package de voyage pour 2026 est 30% supérieur à celui du Qatar et 60% supérieur à celui de la Russie. La taille du continent nord-américain impose des vols internes coûteux, ce qui, ajouté au prix des billets, en fait l'événement sportif le plus onéreux jamais organisé. Parlons d'Amazon. Comment le géant du e-commerce peut-il vendre encore plus pendant cette Coupe du Monde alors qu'il n'est pas un sponsor de terrain classique? C'est une excellente question. Amazon ne cherche pas à être sur les panneaux publicitaires autour du stade, il veut être dans le salon du supporter. Sa stratégie repose sur le retail média. En 2026, Amazon exploite ces données pour anticiper les besoins avant même que le fan ne les exprime. Grâce à l'IA générative et à ses services AWS qui gèrent déjà une partie de l'infrastructure numérique de la FIFA, Amazon peut proposer des publicités ultra ciblées sur Prime Video. S'ils diffusent des résumés de matchs ou du contenu exclusif, ils peuvent intégrer du live shopping. Vous voyez le maillot d'une équipe à l'écran, vous cliquez, et vous êtes livré en 2 heures via Prime Now. Pour Amazon, la Coupe du Monde est un immense laboratoire de logistique de précision, où la victoire se gagne sur la rapidité de livraison entre le coup de sifflet final et l'arrivée du colis. Concrètement, quels produits vont dominer les ventes sur la plateforme pendant l'événement? On observe 3 piliers. D'abord, l'équipement de Fan Cave, les ventes de téléviseurs 4K, de projecteurs et de systèmes de son explosent généralement 2 mois avant. Ensuite, il y a le merchandising de niche. Amazon permet à des milliers de vendeurs tiers de proposer des articles que la boutique officielle de la FIFA ne vend pas. Des drapeaux personnalisés, des vêtements vintage ou des accessoires de fête aux couleurs des 48 nations. Enfin, le secteur de l'épicerie fine et des boissons via Amazon Fresh. Aux États-Unis, la consommation de snacks et de boissons fraîches pendant les matchs est un marché de plusieurs centaines de millions de dollars. Amazon va miser sur des Burns Pack spécial Coupe du Monde, livrés juste avant le coup d'envoi. Est-il envisageable qu'Amazon finisse par vendre des droits de diffusion en direct pour les prochaines éditions? C'est déjà en marche. Amazon a prouvé avec la NFL Thursday Night Football et la Ligue 1 en France qu'il maîtrise le direct à grande échelle. Pour 2026, bien que les droits soient déjà répartis entre les diffuseurs historiques comme Fox ou CTV, Amazon se positionne comme le partenaire technologique indispensable via AWS pour éviter les bugs de streaming. En vendant sa capacité de serveur à d'autres diffuseurs, Amazon gagne de l'argent sur chaque spectateur mondial, même s'il ne regarde pas sur Prime. C'est le modèle de péage numérique. Peu importe qui gagne le match, Amazon touche sa commission sur le flux de données. Passons aux cryptos. Pour un investisseur ou un supporter qui veut utiliser ses actifs pour cette Coupe du Monde, que faut-il privilégier entre le Bitcoin et l'Ethereum? Ce sont 2 outils très différents pour cet événement. Le hashtag Bitcoin reste la réserve de valeur. Si vous craignez l'instabilité du peso mexicain ou les frais de change entre le dollar US et canadien, le Bitcoin est votre coffre-fort numérique. C'est l'or numérique que l'on garde pour financer son voyage. L'Ethereum, en revanche, est la monnaie d'usage. Pourquoi? Parce que l'infrastructure de la Coupe du Monde 2026, billets NFT, marché de prédiction comme ADI Predict Street Smart Contracts pour les réservations, repose majoritairement sur des technologies compatibles avec la machine virtuelle d'Ethereum, EVM. Pour interagir avec les applications Web3 de l'événement, Ethereum est indispensable. Donc Bitcoin pour conserver votre budget, Ethereum pour le dépenser et interagir avec les services numériques du tournoi. Pourquoi un supporter choisirait-il l'Ethereum spécifiquement pour ses billets? Pour la programmabilité. Un billet de la Coupe du Monde 2026 sous forme de NFT sur une blockchain de type Ethereum permet une sécurité totale. Si vous achetez un billet à 30 000 $, vous voulez être sûr qu'il est authentique. Le smart contract garantit que le vendeur est bien le propriétaire. De plus, Ethereum permet des transactions plus complexes. Par exemple, des assurances voyage automatiques qui vous remboursent instantanément si votre vol est annulé, sans passer par une banque. Le Bitcoin est trop lent et trop simple pour ses usages de billetterie intelligente. Ethereum est le moteur de l'économie numérique du sport de demain. N'est-ce pas risqué de compter sur les cryptos alors que les prix des billets s'envolent déjà? Le risque est double. Imaginez que vous réserviez un billet à 10 ETH quand l'Ethereum vaut 3 000 $. Si le cours chute à 2 000 $ pendant la nuit, votre vendeur peut annuler ou vous demander un complément si le contrat n'est pas verrouillé. C'est pour cela qu'en 2026, on voit apparaître l'usage massif des stablecoins, comme l'USDC ou l'USDT liés au dollar. Ils offrent la rapidité de la blockchain sans le stress des montagnes russes du marché. Mon conseil aux supporters, gardez vos profits en Bitcoin, mais transférez votre budget de dépenses quotidiennes en stablecoin sur le réseau Ethereum pour payer vos hôtels et vos billets sans mauvaise surprise au réveil. Caroline, on entend beaucoup parler des stablecoins pour cette Coupe du Monde. Pouvez-vous nous expliquer simplement ce que c'est et pourquoi un supporter en aurait besoin plutôt que du Bitcoin? Un stablecoin est un actif numérique dont la valeur est adossée à une monnaie traditionnelle, comme le dollar américain.
Pour faire simple, un stablecoin, comme l'USDC ou l'USDT, $1. Son utilité est majeure pour un événement comme la Coupe du Monde qui se déroule sur 3 pays. Si vous êtes un supporter français ou argentin, vous subissez les frais de change et les délais bancaires. Le stablecoin vous permet de posséder des dollars numériques instantanément sur votre téléphone. C'est l'outil idéal pour éviter que votre budget de voyage ne fonde à cause de la volatilité des autres cryptos ou des commissions exorbitantes des bureaux de change dans les aéroports de New York ou de Mexico. Le nom est rassurant, mais comment un actif numérique peut-il garantir qu'il restera vraiment à $1? Qu'est-ce qui le rend stable? Contrairement au Bitcoin qui ne repose que sur l'offre et la demande, les principaux stablecoins fonctionnent sur un mécanisme de réalisation. Pour chaque jeton numérique émis, l'entreprise émettrice, comme Circle pour l'USDC, détient l'équivalent en vrais dollars ou en bons du Trésor américain dans des comptes bancaires audités. C'est une promesse de rachat. À tout moment, vous pouvez théoriquement échanger votre jeton contre un dollar physique. C'est cette réserve financière, agissant comme un filet de sécurité, qui maintient le prix fixe à 1,00, peu importe si le marché des cryptos s'effondre ou s'envole. Justement, est-ce vraiment une monnaie stable ou est-ce que, comme l'Ethereum, son prix peut chuter de 20% en une nuit si le marché panique? C'est là toute la différence. Le stablecoin est conçu pour pas être un investissement spéculatif. Si vous achetez pour $5 000 de stablecoin pour payer vos billets de match à $30 000, vous aurez toujours $5 000 le lendemain. Il ne dépend pas de l'humeur des traders. Attention cependant, il existe des stablecoins algorithmiques qui ont échoué par le passé. Mais pour 2026, les supporters utilisent des stablecoins centralisés et régulés. Le seul risque, extrêmement rare, est la faillite de l'entreprise qui gère la réserve, mais avec les régulations actuelles aux États-Unis, ce risque est devenu très marginal par rapport à la volatilité naturelle du Bitcoin. Comment un fan qui arrive au Mexique ou au Canada utilise-t-il concrètement ces stablecoins pour ses dépenses quotidiennes? C'est devenu très fluide. Il y a 3 méthodes principales. D'abord, les cartes de débit crypto, Visa ou Mastercard, vous chargez vos stablecoins dessus et vous payez votre hôtel ou votre restaurant à Toronto, comme avec une carte bancaire classique. La conversion se fait instantanément au terminal. Ensuite, les applications de paiement de pair à pair. Pour acheter un billet sur le marché secondaire sécurisé, vous transférez vos USDC directement au vendeur, sans frais bancaires internationaux. Enfin, de plus en plus de commerçants locaux dans les villes hautes acceptent les paiements directs via des QR codes pour éviter les frais de transaction élevés des banques traditionnelles. Quel est l'intérêt pour les États-Unis, le Canada et le Mexique d'encourager l'usage des stablecoins pendant le tournoi? L'intérêt est la fluidité monétaire. Quand des millions de fans circulent entre 3 pays avec 3 monnaies différentes, dollar US, dollar canadien, peso mexicain, le stablecoin indexé sur le dollar sert de monnaie pivot. Cela réduit les frictions économiques. Pour les commerçants mexicains, recevoir des stablecoins en dollars est une protection contre la dévaluation de leur propre monnaie. Pour les économies locales, cela signifie que l'argent circule plus vite, sans être mangé par les frais interbancaires qui sortent souvent du circuit local. C'est une victoire pour le rendement financier global de cette Coupe du Monde, car chaque dollar économisé en frais de change est un dollar de plus dépensé dans l'économie réelle. Hôtel, souvenirs et billets. Caroline, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, comment commence-t-on? Quelles applications utiliser et quelles banques, en Europe, en Afrique ou ailleurs, autorisent ces transferts vers les stablecoins? En 2026, l'accès s'est démocratisé grâce à des régulations claires comme MiCA en Europe. Les applications, les leaders mondiaux restent Coinbase, Binance et Kraken. Pour l'Europe, des néobanques comme Revolut ou Lydia permettent désormais d'acheter des stablecoins, souvent l'USDC, directement depuis leur interface. En Afrique, des plateformes comme Yellowcard ou Bitmama sont devenues incontournables pour convertir des monnaies locales. Naira, CFA, Shilling en stablecoin. Les banques, en Europe, la plupart des banques en ligne et des banques Protect comme Kunto autorisent les virements SEPA vers les plateformes régulées. En Amérique, des banques comme JP Morgan Chase ou Bank of America facilitent désormais les flux vers les émetteurs de stablecoins comme Circle. Au Moyen-Orient, Dubaï est devenu le hub mondial avec des banques comme Emirates NBD qui intègrent des passerelles crypto via la régulation VARA. En Afrique, bien que plus complexe, les banques numériques de l'UEMOA ou du Nigeria commencent à tolérer ces flux si l'utilisateur passe par des courtiers certifiés. Comment l'argent quitte-t-il concrètement mon compte bancaire pour devenir un stablecoin sur mon téléphone? Qui achète et que voit-on sur l'écran? Le processus est devenu un jeu d'enfant, presque comme un virement PayPal. Le virement, on rampe, vous liez votre compte bancaire à une application, Coinbase. Vous faites un virement de disons 1000 €. L'achat, une fois les euros sur l'appli, vous cliquez sur convertir en USDC. À ce moment-là, l'application agit comme un bureau de change numérique. Elle prend vos euros et frappe, ou vous transfère des jetons numériques qui valent un chacun. S3. Ce que vous voyez, sur votre téléphone, votre solde bancaire diminue de 1000 € et instantanément, une nouvelle ligne apparaît dans votre wallet numérique. Balance 1080 USDC, selon le taux de change euro-USD. Vous voyez une adresse de portefeuille, une suite de chiffres et lettres qui est votre IBAN du futur.
C'est cet argent que vous utiliserez pour scanner les QR codes dans les stades en 2026. Une question qui brûle les lèvres, comment l'argent se multiplie-t-il? Existe-t-il des alertes disant investissez maintenant ou est-ce différent? Attention, pour un stablecoin, l'argent ne se multiplie pas par la hausse du prix, puisqu'il reste à 1 $. Il se multiplie par le rendement, le yield, le staking et l'épargne. Vous déposez vos stablecoins dans un protocole de prêt, comme à vous directement via l'onglet Earn de votre application. En 2026, ces protocoles vous versent des intérêts allant de 4% à 7% par an, car vos stablecoins sont prêtés à d'autres investisseurs qui paient des intérêts. Pas d'alerte achetée. Contrairement au Bitcoin, vous ne recevrez pas de notification disant « le stablecoin va exploser », car sa valeur ne bouge pas. Par contre, vous recevez des alertes de taux de rendement. Le taux d'intérêt sur l'USDC vient de passer à 6%. C'est une stratégie de bon père de famille numérique. On ne cherche pas le coup de chance, on cherche le loyer numérique régulier pour financer ses extras pendant la Coupe du Monde. Enfin, comment retire-t-on cet argent? Doit-on obligatoirement le renvoyer à la banque pour aller au distributeur? Vous avez deux options principales, et la deuxième est la plus révolutionnaire pour 2026. Point 1. Le chemin classique, off-ramp. Vous faites l'inverse. Vous convertissez vos stablecoins en euros-dollars sur votre application, et vous faites un virement vers votre compte bancaire. Cela prend de quelques secondes, virement instantané à 24H. Ensuite, direction le distributeur classique. Point 2. La carte crypto, c'est ce que font la plupart des supporters. Vous avez une carte Visa physique ou virtuelle, dans votre Apple Pay, Google Pay, reliée à vos stablecoins. Vous allez à n'importe quel distributeur à Mexico, Montréal ou New York. La carte comprend que vous retirez des espèces, elle vend instantanément la quantité exacte de stablecoins nécessaires et vous donne les billets locaux. Bonus 2026. Aux États-Unis, de nombreux distributeurs de billets ATM permettent désormais de scanner un QR code sur votre téléphone pour retirer du liquide directement depuis votre balance en stablecoin, sans même avoir besoin d'une carte physique. Conclusion Caroline, est-ce une bonne affaire financière pour les 3 pays de recevoir tout ce monde pendant la Coupe du Monde? Oui, car ils ne partent pas de rien. Contrairement aux pays qui ont dû s'endetter pour construire des éléphants blancs, stades inutilisés après, le trio USA-Canada-Mexique utilise des infrastructures existantes et rentables. Le bénéfice net sera positif, mais le vrai gagnant reste la FIFA, qui va enregistrer un chiffre d'affaires record, probablement autour de 11 milliards de dollars sur le cycle 2023-2026. Le défi sera de gérer l'après-Coupe du Monde sans que le football ne devienne définitivement inabordable pour le commun des mortels. Merci Caroline pour ces éclairages passionnants, c'était brillant. On l'aura compris, la Coupe du Monde 2026 sera un sommet de finance autant que de sport. Continuons à nous informer et à apprendre pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Allez, ciao.